À Washington maintenant, un rare revers pour le président Trump. La Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, a voté hier pour faire marche arrière sur les tarifs douaniers imposés au Canada, une pièce maîtresse de la politique économique du président. On this vote, the yeas are 219 and the nays are 211. The joint resolution is passed. Par 219 voix contre 211, la Chambre a adopté une résolution démocrate qui annulerait la déclaration d'urgence servant de fondement légal aux tarifs de l'administration Trump contre le Canada. 6 républicains ont voté avec les démocrates et juste avant que le vote ne soit finalisé, le président a publié un message sur sa plateforme Truth Social pour menacer tout républicain qui voterait contre les tarifs, avertissant qu'il pourrait y avoir des conséquences lors des prochaines élections et aux primaires. Alors, quelle est la portée réelle de ce désaveu pour le président et qu'est-ce que ça signifie pour les tarifs toujours en place? Pour en discuter, je reçois Mathieu Mabin, correspondant de France 24 à Washington. Monsieur Mabin, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, de quel tarif parle-t-on exactement? Parce que cette résolution, elle ne visait pas l'ensemble des tarifs imposés au Canada. Oui, effectivement, mercredi, la Chambre des représentants ici à Washington a voté contre les nouveaux tarifs douaniers infligés par l'administration Trump au Canada. Comment l'expliquer? Eh bien, fondamentalement, vous avez raison de le préciser, il visait spécifiquement les nouveaux droits de douane imposés au Canada dans le cadre de la déclaration d'urgence nationale, officiellement justifiée par la lutte contre le trafic de fentanyl et des préoccupations de sécurité à la frontière nord des États-Unis, la frontière commune avec la vôtre, bien entendu. Ce sont ces tarifs ciblés que la Chambre a cherché à bloquer précisément. C'est ce vote qui est loin d'être anodin dans le fond. D'abord, pour une raison économique très concrète, le Canada est le premier partenaire commercial des États-Unis, comme chacun le sait, dans l'automobile, l'énergie, l'acier, l'agroalimentaire, évidemment. Les chaînes d'approvisionnement sont en réalité totalement mêlées et intégrées. Plusieurs élus, y compris républicains d'ailleurs, c'est ce qui a probablement fait un petit peu mal au président américain, estiment que ces surtaxes se répercutent directement sur les entreprises américaines et sur les prix payés par les consommateurs. Deuxième élément, la question institutionnelle. L'administration a invoqué l'urgence nationale pour contourner le Congrès et imposer ses tarifs. Or, le commerce relève constitutionnellement du pouvoir législatif. Là non plus, ça ne va pas. Derrière ce vote, il y a donc aussi une volonté de réaffirmer les prérogatives du Congrès. Petite subtilité purement washingtonienne. Et enfin, je terminerai là-dessus, il y a le calendrier politique. À l'approche des élections, très peu d'élus veulent défendre une mesure perçue localement, en tout cas, comme inflationniste, évidemment. Je le mentionnais, 6 républicains ont voté contre la Maison-Blanche, dont Don Bacon, élu du Nebraska. Dans une publication sur X, il a qualifié les tarifs de fardeau net pour l'économie et d'impôts importants que les Américains doivent payer. Dans quelle mesure est-ce que vous diriez que ce rejet des tarifs par ces 6 républicains, ça révèle un malaise plus large au sein du Parti républicain maintenant? C'est sans doute toute la différence qu'il y a entre une politique vue de Washington, une politique fédérale menée par l'exécutif et également avec la vision très centralisée que peut avoir Donald Trump, et le réel sur le terrain. Il ne faut pas oublier que les élus de la Chambre des représentants répondent d'abord à leurs électeurs, des électeurs qui bien souvent ressentent de manière très concrète dans leurs recettes tout simplement l'impact de la politique un peu aventurière, vous me l'accorderez, de Donald Trump en matière d'économie et tout particulièrement en matière de tarifs douaniers. Donald Trump a dénoncé un vote qu'il juge contraire aux intérêts stratégiques des États-Unis. Selon lui, ces droits de douane sont un levier légitime, je cite, face au Canada et un outil de pression dans les négociations commerciales. Et surtout, il a brandi une menace politique majeure, celle de remettre en cause l'accord États-Unis-Mexique-Canada, le fameux, celui qui structure aujourd'hui, disons-le, tout le commerce nord-américain. Le président américain estime que si le Congrès limite sa capacité à utiliser l'outil tarifaire, alors l'ensemble de l'architecture commerciale pourrait être reconsidéré. Chacun sait que ces menaces ne sont pas vraiment réalistes, puisque l'économie américaine est tellement imbriquée dans la vôtre, celle des Canadiens, mais également celle du Mexique, bien entendu, que ce serait se tirer une balle dans le pied, comme on dit chez nous en France.
Oui, justement, on apprenait hier dans Bloomberg que dans des discussions privées, le président songerait carrément à se retirer de l'entente. Je pense que vous avez déjà un peu répondu à ma prochaine question par rapport au poids qu'on doit accorder à cette nouvelle. Mais plus largement, qu'est-ce qu'on doit comprendre de l'opposition qu'on voit maintenant aux tarifs du président Trump aux États-Unis? Comment est-ce que ce débat évolue précisément? Vous avez raison, c'est important d'insister sur ce point. Quitter l'accord serait un choc considérable. Les économies américaines, on l'a dit, et canadiennes et mexicaines sont trop imbriquées, notamment dans l'automobile et l'agriculture et l'énergie. À mon avis, à ce stade, il s'agit davantage d'un rapport de force politique que d'une procédure formelle engagée par Donald Trump. Et c'est ça, effectivement, qui fait apparaître, pas tout à fait pour la première fois, mais en tout cas de manière significative, au cœur même du poumon démocratique de l'Amérique, le Congrès, quelques petites fissures au sein même du camp républicain. Encore une fois, un élu du Congrès, qu'il soit sénateur ou représentant, répond d'abord aux électeurs de sa circonscription. Ce sont eux qui décident de son avenir politique. Même si c'est vrai que sous Donald Trump, on a quand même vu un président capable d'exercer des pressions directes sur les parlementaires. Autre nouvelle aujourd'hui, le tsar des frontières, Tom Homan, a annoncé que l'opération de répression en matière d'immigration au Minnesota tire à sa fin. Selon le gouverneur de l'État, elle pourrait se terminer d'ici quelques jours, non une question de semaines ou de mois. Comment est-ce que vous interprétez cette décision de l'administration Trump? Alors, d'abord, on ne parle pas de la disparition de l'agence fédérale du Minnesota. Ce qui s'arrête, c'est l'opération Metro Surge dans le Minnesota. Concrètement, l'administration, on s'en souvient, avait envoyé des renforts très importants dans la région de Minneapolis et Saint-Paul pour accélérer les arrestations liées à l'immigration irrégulière, pour reprendre les termes défendu largement par l'administration ici. Jusqu'à 3000 hommes quand même. L'opération a suscité beaucoup de critiques, on le sait, hein, c'est arrivé jusqu'à chez vous, et le monde en a parlé. Des manifestations, des tensions politiques. Après la mort de 2 manifestants, Washington a donc décidé de mettre fin à ce déploiement exceptionnel. Mais attention, ICE continue d'opérer dans le cadre de sa mission dans le Minnesota, comme ailleurs dans le pays d'ailleurs. Il ne s'agit pas d'un changement de cap national, mais d'un ajustement local. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Autrement dit, la pression migratoire reste une priorité pour l'administration, mais le Minnesota n'est plus pour l'instant le théâtre principal de cette stratégie. Les hommes de ICE continuent à travailler, et d'ailleurs, les Canadiens s'en rendent compte, puisque jamais les border patrol, comme on dit ici, du côté américain, n'ont constaté autant de franchissements volontaires vers le Canada en provenance des États-Unis qu'en ce moment. Mathieu Mabin, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Correspondant de France 24 à Washington, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir.